Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, on est de nouveau en direct sur Radio Anthropocène pour cette deuxième partie d'émission. Je suis Camille du 107. On va parler aujourd'hui de l'accompagnement des jeunes qui ont moins accès au logement. Sur un premier plateau, on a parlé du fait que l'accès à l'indépendance, c'est de plus en plus difficile, ça n'épargne aucune jeunesse, mais toutes ne le vivent pas avec la même intensité. Et puis certains ont besoin de plus d'accompagnement que d'autres. On va en parler aujourd'hui avec nos trois invités. Marie-Lou Ferrand de Mosaïque RH, vous travaillez sur les questions de non-discrimination à l'accès à l'emploi et avec des analogies sur l'accès au logement. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. On est aussi avec Mathilde Guin de l'association Le Taf. Le Taf, vous travaillez sur l'accès à la formation et notamment la réduction des freins périphériques dans l'accès à la formation. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et on est aussi avec Tina Dagremont d'Article 1. Tina, bonjour. Article 1, vous travaillez sur les questions d'égalité des chances à l'école. Vous intervenez notamment dans des lycées partout en France et notamment autour de Lyon. Bonjour Tina. Bonjour Camille. Merci à toutes les trois d'être là. Cette table ronde, on l'a appelée « Accompagner à s'ancrer et devenir autonome. Quelle transformation des pratiques d'accompagnement ces dernières années ?» Et donc, de nouveau, avec une question choc. Est-ce que accompagner, ça change vraiment la donne ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais commencer. Du coup, c'est Mathilde de l'association Le Taf, qui veut dire travail, accompagnement, formation. On accompagne donc des personnes qui sont en formation professionnelle. Et donc, et on offre un accompagnement sur les problématiques sociales, dont la première est la problématique sur le logement. Parce que effectivement dans la formation professionnelle, les personnes vont être accompagnées sur le plan pédagogique, sur la partie insertion, mais effectivement pour tout ce qui est ce qu'on appelle les freins périphériques, les difficultés sociales, les personnes des organismes de formation vont pas être compétents ou n'auront pas le mandat pour les accompagner. C'est un travail en soi de lever les freins sociaux. Et donc est-ce que l'accompagnement change ? Oui, moi au taf on y croit. Parce que justement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec un accompagnement adéquat qui correspond aux besoins des personnes, on arrive à faire qu'il y ait des personnes qui arrivent à s'insérer durablement, à obtenir un logement, à avoir accès à la santé, à avoir accès à un permis de conduire, etc. Enfin, tous ces éléments qui permettent une insertion socio-professionnelle durable et choisie des personnes. Et la problématique, ça va être de quel accompagnement, en fait. C'est qu'à un moment, on est dans un dispositif où on va être accompagné sur l'insertion, je vais faire mon CV, je vais apprendre à passer des entretiens, etc. Par contre, à côté de ça, je n'ai aucun recours pour savoir comment faire une demande de logement social, comment trouver une résidence sociale parce que je vais faire une alternance dans tel territoire. Je donne des exemples un peu comme ça et là. Donc, pour moi, l'accompagnement, oui, ça change la donne, mais la question, c'est plutôt quel accompagnement à quel moment. Bien. Merci Mathilde et on va y revenir juste après. Je vous laisse la parole Marie-Lou et Tina. Accompagner, ça change la donne ? Oui. Je vais pas forcément redire ce que Mathilde a déjà dit. Nous aussi, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sur les questions d'insertion professionnelle, sur leurs projets d'études aussi, découverte de la vie étudiante. Et en fait, l'accompagnement, il est aussi utile quand il est ensemble avec plusieurs acteurs. Nous, c'est vrai que nos actions, elles sont utiles car elles sont en complément de ce qui est déjà fait par les équipes pédagogiques, par ce qui peut être fait par des centres sociaux, par d'autres associations. Et du coup, c'est là aussi où c'est redire aussi, notamment pour les adolescents, c'est les revoir sur les mêmes thématiques plusieurs fois. On les voit parfois en première et en terminale sur un peu les mêmes sujets pour réancrer ces besoins-là. Et aussi le pair à pair, donc qui soit accompagné par des personnes, par des étudiants qui vont justement leur donner tous leurs bons plans et pouvoir communiquer davantage. C'est vrai que le message, quand il passe par un étudiant qui a à peine peut-être 19-20 ans et qu'on est un ado de 15-16 ans, le message passe différemment que quand c'est son parent, son accompagnant, son professeur. Et du coup, ça fait un accompagnement encore plus
de proximité, on va dire. Ça passe différemment parce qu'ils peuvent s'identifier plus facilement? Oui, c'est ça, l'identification vraiment, et puis la récence aussi de l'expérience. On va dire, on sait que par exemple les procédures vont changer énormément dans que ce soit les recherches d'appartements, que ce soit même tout simplement les processus pour s'inscrire aussi en études sup. Et du coup, forcément, plus les personnes sont proches en âge, plus la réalité est la même. Merci. Et donc Marie-Lou de Mosaïque, côté Mosaïque, on intervient vraiment auprès des jeunes diplômés en recherche d'alternance, de stage de fin d'études ou surtout de leur premier emploi. Donc effectivement, on pense que c'est utile, notamment parce qu'on intervient auprès des diplômés issus de milieux modestes, issus de la diversité, qui peuvent avoir plus de difficultés de par les discriminations rencontrées sur le marché du travail, à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et donc, on pense que oui, agir à ce niveau-là, surtout sur le premier emploi, qui va aussi conditionner la suite du parcours, en partageant les bons réseaux, les bonnes clés, aussi la veille d'un entretien, ça peut vraiment faire la différence, en fait. Je rejoins Mathilde sur ce que tu disais, accompagner au bon moment. C'est aussi ça qui va changer la donne. Merci. Et donc justement, Mathilde, tu disais un accompagnement adéquat et au bon moment. C'est quoi pour vous un accompagnement adéquat et comment ça se traduit sur le terrain, dans le maillage aussi, peut-être avec les autres professionnels? Eh ben, un accompagnement adéquat, en fait, ce qui est nécessaire, c'est de partir des besoins de la personne, du jeune. Et du coup, aujourd'hui, malheureusement, c'est que ça va souvent être aux personnes qui ont besoin de l'accompagnement d'essayer d'entrer dans un dispositif et de correspondre à ce qu'on leur donne à ce moment dans l'entrée dans le dispositif. Donc pour moi, un accompagnement adéquat, c'est plutôt l'accompagnement qui va s'adapter aux besoins de la personne, après tout en étant conscient de ses compétences, de ses limites, etc. Et c'est pour ça que je rejoins aussi Tina sur l'importance, mais primordiale, du maillage territorial des différents acteurs, en fait. C'est de savoir, et ce qui se fait beaucoup dans le labo logement des jeunes porté par le 107, c'est de se dire que chacun a son expertise, et du coup, si aujourd'hui j'accompagne une personne mais que je me rends compte qu'il a des besoins sur une thématique, sur quelque chose pour lequel je ne suis pas compétent ou j'ai pas les moyens, que sais-je, les raisons de l'accompagner, je sais que j'ai le collègue d'une autre asso, d'une autre structure, d'une autre administration qui aura cette compétence. Et le but, c'est que chacun à sa juste place arrive à intervenir au bon moment pour le besoin de la personne. Nous, au TAF, comme on intervient à un moment hyper particulier qu'est la formation professionnelle, l'accompagnement qu'on développe et qu'on trouve adéquat, c'est un accompagnement qu'on a fait sur mesure, qui s'inscrit dans le rythme et le cadre de la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est des personnes qui vont être à 35 heures semaine, qui vont avoir des apprentissages quotidiens, qui vont devoir être hyper dispo psychiquement, physiquement. Donc nous, on a créé un accompagnement où on les extrait de la formation pour peu de temps pour qu'ils puissent ne pas louper des apprentissages nécessaires. On fait des rendez-vous très réguliers pour qu'ils aient quand même un suivi, pour qu'ils se sentent pas complètement perdus et qu'ils se disent pas ah là là, mais là ma démarche de demande de logement social, où ça en est, j'ai aucune info, et que ça prenne pas la place sur leurs apprentissages. Donc voilà, pour moi c'est un exemple, on va dire, d'accompagnement adéquat où on s'adapte au moment, à la personne, et donc au moment où elle se trouve dans son parcours, en fait. Il y a justement une question qui fait écho dans le public. Comment est-ce qu'on évite la concurrence entre acteurs lorsqu'on accompagne, et quelle place de la coopération justement dans les différents accompagnements? Vous avez chaque structure a une spécificité, et on peut pas être compétent sur tout et spécialiste sur tout. Donc quelle place ça a? Et puis est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que ça c'est un constat que vous faites? Moi, je dirais que ce qui est déjà facile, c'est qu'il y a énormément de personnes à aider, beaucoup de jeunes qui vont avoir besoin de nos dispositifs. Et en termes de structure, on est souvent très complémentaires en termes de territoire ou même de direction de développement. Donc en fait, on peut se retrouver parfois sur les mêmes territoires, mais dans tous les cas, soit avec des publics différents, soit avec des dispositifs un petit peu complémentaires. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence, et
s'il peut y avoir concurrence sur, par exemple, des appels à projets, on peut aussi répondre ensemble et du coup, justement, ça crée des opportunités pour créer différemment et pour justement prendre un peu de recul et se dire, justement, on va travailler ensemble. Nous, par exemple, on va travailler, on a déjà un peu travaillé avec eux, mais avec la cravate solidaire, qui accompagne aussi les jeunes sur tout ce qui est insertion professionnelle et ça nous a permis de créer aussi de nouvelles actions et moi je suis beaucoup en relation avec les lycées et je leur demande toujours avec qui vous travaillez, est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres acteurs et ou parfois ils nous demandent aussi des actions que nous on peut pas mettre en place. Et du coup, on leur dit, vous avez contacté telle association parce que eux, peut-être qu'ils peuvent vous le proposer parce que nous, tout simplement, on n'a pas le dispositif en face. Donc, autant parler d'une autre structure. Je plus sois totalement. Le fait que l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont différents besoins. On intervient à différentes étapes, que ce soit par les tranches d'âge, les problématiques rencontrées. Généralement, ça se superpose assez bien. Donc, bien sûr, il faut un maximum d'interconnaissance. Il peut arriver qu'il y ait une asso qu'on connaisse pas, etc. Donc ça, il n'y a pas toujours d'espace de création de liens. Et le labo logement permet ça aussi, je trouve. Moi, qui connais pas énormément, qui est des publics. Enfin, on accompagne des publics qui rencontrent des problématiques de logement, mais c'est pas du tout le savoir-faire de Mosaïque. Ça permet vraiment d'élargir les horizons et de savoir mieux orienter dans ce genre de cas. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire ensemble. Il y a aussi effectivement le fait de répondre en consortium quand c'est possible pour plus d'impact et puis surtout plus de pertinence pour les personnes qui bénéficient des actions, quoi. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des accompagnements qui sont différents en fonction du statut des jeunes, de leur tranche d'âge, etc. Est-ce que ça, c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a des effets négatifs aussi à ça? Après, ça, c'est ce qu'on disait avant, c'est que malheureusement... Aujourd'hui, on adorerait faire de l'accompagnement un peu comme la logique du logement d'abord, autant que de besoin, aussi longtemps que faire se peut. Je sais plus c'est quoi l'expression. Mais oui, le logement d'abord, donc c'est... Si tu veux détailler, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas le logement d'abord. Les politiques du logement d'abord, c'est le but, c'est d'essayer de sortir de la logique en escalier de je suis à la rue, je passe en hébergement, après en hébergement d'insertion, après en logement accompagné, résidence sociale, après en logement pérenne. C'est de faire un accès direct pour des personnes qui étaient à la rue à du logement. Et en fait, parallèlement à cet accès direct au logement, va un accompagnement souvent très renforcé parce que ça va être des publics qu'on va appeler très éloignés du logement à la base pour permettre une entrée en logement pérenne qui se fait le mieux possible pour la personne. Et un des principes du logement d'abord qui a d'abord été mis en place dans les pays nordiques, c'est vraiment un accompagnement sans limite, c'est-à-dire un accompagnement très malléable, autant que faire se peut, aussi longtemps que de besoin. Je crois que c'est ça, la petite phrase. Et en fait, cette logique-là, elle se confronte à des logiques de financement, où on reste des structures associatives qui ne produisons pas d'argent. On est des associations d'intérêt général pour la plupart. Donc, on répond à des appels à projets, à des dossiers de financement où c'est sur l'année 2027, c'est pour tel public, c'est pour l'étape de entre le bac et l'entrée à la fac, je dis tout et n'importe quoi, mais on est obligé aujourd'hui dans les logiques de financement de mettre des critères. Comme je disais, nous le TAF aujourd'hui, on accompagne le temps de la formation professionnelle et déjà on se donne le luxe de dire et jusqu'à 6 mois après. Ce qui, financièrement, n'est pas facile à assumer, ce 6 mois après. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les financeurs de la formation, c'est vraiment sur le temps de la formation. Donc, ça serait vraiment souhaitable. Après, les associations comme Truc Structure sont soumises à des logiques financières qui les obligent à mettre des critères. Merci. Est-ce que Tina, Marilou, vous voulez rebondir là-dessus ? Pour compléter, c'est vrai que nous, par exemple, on aimerait bien
voir plus les jeunes, plus les suivre. C'est vrai qu'on propose des ateliers en collectif, en classe, donc ça va être des ateliers de 2 heures. On va parler sur une thématique, par exemple, un atelier qui s'appelle candidater dans le sup. Voilà, on les voit en terminale. Et en fait, on aimerait bien avoir la possibilité de voir les lycéens aussi en première, peut-être aussi en seconde, notamment. Enfin, je sais qu'en voie pro, on fait pas mal d'ateliers aussi en seconde. Et en fait, on a tout simplement, pas les ressources nécessaires pour les suivre en fait tous les ans. Donc, on fait des choix aussi avec les chefs d'établissement pour finalement un peu en entonnoir quels sont les publics prioritaires au sein de votre établissement, vers qui on va aller en priorité, et du coup on flèche et on cible ces élèves-là. Mais c'est vrai que dans un monde idéal, si on pouvait voir beaucoup plus de jeunes, ce serait top, mais c'est pas pour l'instant possible. Et je me demande comment vos pratiques d'accompagnement ont évolué ces dernières années, notamment peut-être avec des lois qui sont passées, des cadres de financement, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors, côté Mosaïque, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'association et déjà, il y a eu un impact avec le Covid, évidemment. Donc, évidemment, on maintient des temps présentiels fortement, c'est important, mais je constate qu'il y a aussi pas mal de suivi, d'actions, de mise en relation, etc., notamment avec des mentors, avec des professionnels qui passent par le visio aujourd'hui. Il y a aussi des ateliers collectifs qu'on fait en présentiel, mais des temps plus de webinaires. Donc, il y a toute cette place-là au distanciel qui permet aussi, parallèlement, de toucher des publics plus largement dans toute la région par moment qui se mettent en place depuis 2020. Aussi, bien sûr, dans la recherche d'emploi sur laquelle nous, on accompagne les candidats, il y a la grande place de l'IA aussi qu'ils utilisent. Je crois que je voyais un étudiant sur 2 qui utilise ça. Donc, comment aussi se mettre à jour et s'aligner là-dessus avec eux et elles, puisque de toute façon, ils l'utilisent. Voilà, il y a ces 2 sujets-là que je vois. Puis aussi dans les postes qu'ils recherchent, la quête de sens, le fait qu'ils sont pas forcément enclins comme les anciennes générations rester 20 ans dans le même job, aussi la conscience sociale, écologique, etc., qu'ils ont vraiment envie de s'impliquer dans des jobs qui ont du sens. Donc il y a un peu toutes ces choses-là qu'on constate dans l'accompagnement collectif et individuel qu'on fait avec les candidats. Est-ce que du côté d'Article 1 et du TAF, Mathilde et Tina, vous constatez aussi des évolutions peut-être en termes d'attente des personnes que vous rencontrez au lycée, et toi Mathilde dans la formation ? En termes d'attente, nous c'est surtout qu'on suit les évolutions aussi dans le système éducatif. Forcément, il y a pas mal de changements, parfois même d'une année à l'autre. Donc les jeunes demandent à ce qu'on les accompagne sur des sujets très précis, sur comment postuler. Pareil, on les accompagne aussi sur le volet digital. Par exemple, c'est vrai qu'il y a peut-être 7 ans, quand je faisais des ateliers sur les codes professionnels, je leur parlais de l'entretien uniquement. Quand tu passes la porte, il se passe ci et ça. Et maintenant, on parle de la visio. Beaucoup plus. Donc peut-être c'est ce type de changement, et même eux, ils en avaient pas forcément conscience, parce que du coup, je pense que quand on est au lycée, on se rend pas forcément compte que oui, en fait, aujourd'hui, c'est complètement banal de passer un entretien en visio. Ils ont encore l'ancienne vision. Donc peut-être un peu ça, arriver à leur faire part vraiment des réalités aujourd'hui, et ce à quoi ils vont être confrontés une fois qu'ils seront plus dans cette situation d'être au lycée, où c'est quand même pas exactement la même chose que d'être dans le monde du travail. Voilà. Alors de mon côté, j'aurais pas le recul nécessaire au sein du TAF, parce que l'asso a été créé en 2024, donc nos pratiques d'accompagnement n'ont pas encore beaucoup évolué depuis 2 ans. Par contre, moi, que ça fait 10 ans que je parcours d'asso en association sur Lyon sur les questions d'accompagnement de public en situation de précarité,
Effectivement, je pense que ce qui a évolué, c'est beaucoup les difficultés d'accès au numérique, effectivement, pour l'accès à toute démarche, c'est-à-dire que maintenant tout est dématérialisé, donc voilà, si on maîtrise pas le français, si on maîtrise pas les outils numériques, de toute façon, on est quand même coupé de presque toutes les démarches sociales, clairement, aujourd'hui. Donc, faut trouver des points d'accueil, etc. Il y avait un super truc, à un moment, c'était les conseillers numériques, et je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, qui permettait à des personnes d'accéder, d'être accompagnées sur des démarches, via le numérique. Et sur la question de l'accompagnement au logement, vers le logement, dans la recherche de logement, en fait, aujourd'hui, malheureusement, je vais parler sur ce que je connais, donc le territoire de la métropole de Lyon, c'est tellement tendu, il y a tellement de demandes et tellement peu de logements pour les personnes à bas revenus que en fait il y a un début d'accompagnement très intense où on fait toute la demande, tous les papiers, la fiche d'imposition, etc. On fait tout bien et après ça ensuit un temps d'attente qui peut mettre les accompagnants pas mal en difficulté parce qu'en fait accompagner les gens à attendre, c'est difficilement finançable déjà et en plus on doit gérer la frustration, l'incompréhension, pourquoi il y a pas de réponse, à quoi ça sert de faire ça, alors qu'en même temps si on fait pas le minimum de ces démarches là, juste il y aura jamais d'accès au logement. Donc c'est aussi difficile de faire entendre aux personnes, je sais que là ça semble inutile mais en fait il faut attendre 5 ans avant potentiellement sur Lyon avoir une proposition de logement, donc voilà comment on fait pour accompagner les gens à cette attente et quelles solutions on a. Et dans le public jeune, c'est d'autant plus difficile parce qu'en fait, attendre 5 ans quand on a 20 ans, ça n'a aucun sens, quoi. Donc en fait, potentiellement, on trouve des solutions ailleurs, on se barre, mais vraiment, c'est irréel, en fait. Donc ça, moi, je trouve que ça a changé quand même, enfin, ça s'empire, quoi. Ça fait le lien pour moi avec les questions de santé mentale aussi, qui était grande cause nationale 2025, de nouveau en 2026, un sujet qui revient beaucoup sur la table ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des constats particuliers que vous faites parmi les personnes que vous accompagnez, notamment en lien avec l'attente? C'est délicat et inconfortable d'être aussi dans le flou et de ne pas savoir. Oui, moi du coup le public que j'accompagne au quotidien, c'est plutôt donc des lycéens. Donc là en ce moment, pour beaucoup, ils sont en attente justement. Nous on les accompagne pas forcément en ce moment même on fait pas d'atelier collectif, mais on fait aussi du mentorat. On les met en relation avec des étudiants. Donc là, par exemple, on a à peu près presque une centaine de lycéens sur la région qui sont en relation avec des étudiants et qui nous font part de leurs inquiétudes en ce moment sur je ne sais pas où je vais l'année prochaine, je suis en terminale. Bon, pour l'instant, là, ils sont en train de faire le bac, donc ils ont d'autres préoccupations, mais en tout cas, les accompagner, enfin, même les voir plus tôt dans l'année, en terminale, en leur disant tu vas chercher un logement, ta vie étudiante, ça sera comme ça, il y aura des assos étudiantes, tu pourras te loger là, tu pourras avoir un job étudiant. Et en fait, au final, pour beaucoup, ils vont être bloqués et ils savent pas, en fait, s'ils vont avoir un vœu, ils savent pas dans quelle ville ils vont aller. Et pour certains, ils vont même pas forcément avoir de réponse favorable. Et du coup, c'est aussi les accompagner à gérer l'incertitude et la frustration, et aussi en leur disant que leur redonner espoir aussi, qu'il y a d'autres choses à faire, que voilà, leur proposer tu peux faire un volontariat, tu peux faire des formations, enfin, en attendant tu peux retenter ta chance, mais voilà, c'est aussi les accompagner sur ça parce que on ressent quand même pas mal d'inquiétude, et l'inquiétude forcément ça peut être très néfaste sur l'ensemble de leur santé mentale. Oui, c'est la même chose pour nos publics. Enfin, c'est la question de la santé mentale est centrale aussi. En fait, le marché du travail est extrêmement tendu. Enfin, je pense que je vous apprends rien. Et y compris pour les bacs plus 3 et plus, c'est très compliqué d'accéder à ne serait-ce qu'un entretien. Donc, il y a des envois de candidature, il y a des recherches pendant des mois et des mois, des jobs précaires sous-qualifiés. Donc, parfois un sentiment d'injustice face au non-retour quand tu ne décroches même pas un entretien. Et quand tu décroches cet entretien, très souvent, le retour classique pour les jeunes, c'est de ne pas être retenu par manque d'expérience. Donc, ça aussi, c'est compliqué à digérer quand ça fait
moult fois qu'il y a ce type de retour. Donc, on essaye de remobiliser et de créer encore des connexions pour accélérer ne serait-ce que l'obtention d'entretien, pour avancer sur le positionnement dans la recherche, garder espoir, comme tu dis, Tina, et rester mobilisé. Donc, oui, on voit beaucoup de santé mentale fragile par rapport à tout ça, et puis même des burn-out chez des jeunes qui recherchent des jobs, qui travaillent depuis pas très longtemps, mais qui finalement ont été très impliqués, très engagés, et pour qui des expériences professionnelles n'ont pas été très concluantes, quoi. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte plus dans nos pratiques plus récemment. Je rebondis sur ce que tu dis, Marie-Lou, sur le burn-out à force d'essuyer aussi des échecs, et si tu veux parler peut-être des analogies que ça peut être en fait dans le fait de se sentir rejeté quand on candidate à des jobs, et aussi dans le logement, et si tu veux parler un petit peu plus largement aussi des experts en cours. Oui, bien sûr, parce que comme tu le disais, et c'est comme ça que Camille, tu m'as contacté pour qu'on rejoigne le labo logement. Il y a effectivement des similitudes entre l'accès à l'emploi, l'accès au logement, dans les discriminations qu'on peut vivre, etc. Et donc, en effet, Mosaïque, avec d'autres acteurs comme Gestia, OIM, etc., on s'est mis autour de la table via ce labo logement pour justement adapter les contenus qu'on peut proposer nous aux recruteurs, parce qu'on a dit qu'on accompagne les candidats dans leur recherche, mais on accompagne aussi les recruteurs, nous chez Mosaïque, à changer les mentalités, à recruter autrement, à recruter inclusif. Eh bien, on s'est dit qu'il pouvait y avoir des contenus similaires à créer, que ce soit pour les agences immobilières, les jeunes étudiants. On a testé ça le 3 juin dernier dans une école en immobilier, pour pouvoir sensibiliser justement à la non-discrimination dans l'attribution de logements. Et donc, c'est un sujet qui est en cours d'expérimentation, que on va déployer plus largement, je pense, à la rentrée du côté des agences IMO, des professionnels du parc privé. Et là-dessus, il y a effectivement aussi des similitudes entre comment mobiliser des recruteurs à recruter autrement, et comment sensibiliser et mobiliser les agences à faire de même, et aussi à les renseigner sur plein de choses dont elles n'ont pas forcément connaissance, pour faire un meilleur lien entre les jeunes qui recherchent un logement et puis les agences en question ou les propriétaires. Merci d'avoir détaillé. Et c'est vrai que l'année prochaine, là, on a testé dans une école d'immobilier, et l'année prochaine au sein de réseaux d'agences, etc. Donc, si dans vos contacts, vous avez des agences immobilières, des personnes qui travaillent en agence, n'hésitez pas à nous écrire. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des questions sur les post-it, n'hésitez pas aussi à nous les poser. Il nous reste une dizaine de minutes pour ce plateau radio. Moi, je voulais vous proposer de rebondir sur une phrase qui a été prononcée par Charles Bonzonnet, qui est président du Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Dans une interview à La Tribune en 2026, il dit « Les jeunes ne détestent pas le travail, ils contestent le rapport de pouvoir dans le travail ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, les jeunes ne détestent pas le travail. je plus sois, une fois de plus. Et effectivement, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si c'est le rapport de force dans le travail. En tout cas, pour moi, de ce qu'on peut observer, c'est tout simplement... peut-être une plus grande volonté que des gens de nos générations à avoir un idéal, en fait, et de se dire que le travail, c'est pas l'intégralité de la vie, et que un travail mérite un salaire décent qui permet d'avoir accès à un logement décent, qui permette de vivre tout simplement, d'avoir du temps pour soi aussi, de pouvoir mener ses projets à côté. Donc a priori, il y a un certain déplacement de qu'est-ce qu'on est capable de donner dans le cadre de son travail, et à quel prix. Oui, je rejoins tout à fait Mathilde. C'est juste, je pense, la place du travail qui n'est plus forcément au même endroit. C'est la vie. Je pense que peut-être que les générations précédentes, c'était plutôt il y a le travail, on construit la vie autour. Et peut-être que maintenant, c'est plutôt il y a la vie, et puis le travail est une dimension de la vie. Et du coup, on fait en sorte que potentiellement, je me considère encore jeune en fait, mais on fait en sorte peut-être que
en tout cas d'être dans un environnement qui nous correspond, et aussi en effet d'avoir des conditions décentes de travail, et travailler oui, mais pas non plus dans n'importe quelle condition. Je pense que c'est ça. On a une autre question du public. Parmi les évolutions partagées, quel impact de l'IA dans vos métiers et dans l'accompagnement, et quelle place lui donner dans l'accompagnement, notamment dans la recherche d'emploi? Je vous laisse répondre parce que nous, on fait de l'accompagnement social. Hein, donc bon, j'y vais. Allez. Nous, c'est vrai, on accompagne aussi des étudiants, et bon, moi, c'est vrai que mon volet, c'est plus les lycéens, mais du coup, ils commencent quand même déjà à postuler sur des jobs étudiants, puis même de l'alternance, tout simplement. On leur en parle, en tout cas, très naturellement, on préfère que le sujet vienne directement plutôt que ce soit non, mais on sait que de toute façon, vous allez potentiellement faire appel à de l'IA, mais on préfère pas parler du sujet. On leur, en tout cas, le discours qu'on va avoir, c'est que oui, c'est un bon outil, que c'est un outil dont ils peuvent se servir, mais que ça n'empêche pas en tout cas, d'avoir le recul sur sa candidature, d'arriver à. Il faut d'abord, avant que ça soit traité par n'importe quel logiciel IA, qu'ils aient déjà construit quelque chose en fait par eux-mêmes, et qu'ils sachent déjà où ils veulent aller. Après, dans la recherche plus précisément, c'est un peu moins mon sujet, mais je te passe peut-être la balle. Oui, pas de souci. Et du coup, moi, je suis pas une spécialiste de l'IA, je l'utilise pas énormément, honnêtement, mais mon collègue Ryan, qui du coup anime plein de temps et qui inclut ces sujets-là, en parlerait mieux que moi. Mais en gros, je vois qu'on l'inclut vraiment dans les ateliers, les webinaires qu'on fait sur la recherche de postes, parce que c'est vraiment un outil qui sert à évaluer un marché, positionner sa candidature en fonction, se rendre compte des opportunités qui peuvent exister sur une zone géographique donnée, etc. Donc nous, en tout cas, on les invite à l'utiliser dans cette démarche-là pour que ce soit un appui tout simplement à leur stratégie de recherche, leur stratégie réseau aussi. Et effectivement, après, les candidatures, on les invite à les personnaliser, parce que sinon, le risque, c'est qu'elles finissent toutes par se ressembler. Donc, OK, pourquoi pas comme un outil d'appui, mais relisez vos candidatures, etc., quoi. Donc, plutôt, on promeut un usage responsable, mais on sait qu'on l'évoque parce que ça reste quand même très, très largement utilisé sur ces différents aspects par les étudiants en recherche d'alternance, stage de fin d'études et d'emploi, quoi. Et je pense en tout cas, on est aussi en train de réfléchir à comment l'intégrer davantage dans nos contenus, comment en tout cas leur en parler davantage. C'est juste que je pense que en termes d'adaptation de contenu, ça demande nous-mêmes de la formation en fait, pour ensuite pouvoir en parler d'autant plus. Et c'est aussi un attendu. Moi, je sais que j'en ai parlé avec certaines équipes pédagogiques qui nous ont dit, en fait, nous-mêmes, on est parfois un peu dépassés, et du coup, on aurait besoin d'accompagnement sur ces sujets-là pour pouvoir mieux en parler avec les jeunes. Donc, affaire à suivre. Okay. Vous avez toutes les deux parlé un peu plus dans le détail des accompagnements au lycée, des allées vers en lycée de pair à pair, et notamment des ateliers dans le cadre du labo. Marie-Lou, toi, tu as parlé aussi des experts avec l'école d'IMO et qui va s'étendre aux agences. Mathilde, est-ce que tu veux dire un mot aussi sur le réseau d'accompagnement et ce qui est en cours, ce qui va arriver pour l'année, la rentrée là? Oui, alors moi du coup je fais partie effectivement de l'expérimentation, du groupe de travail réseau d'accompagnement jeunes, et le but c'est vraiment que les différents acteurs de l'accompagnement des jeunes sur les questions de logement se mettre autour de la table à la base pour réfléchir comment est-ce qu'on peut accompagner mieux, est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble, toujours dans le but d'éviter les ruptures de parcours, parce que c'est des choses qu'on observe souvent. Je rejoins ce que je disais avant sur le fait qu'on est obligé de faire des critères de nos dispositifs. Donc en fait le problème c'est le passage de relais quand la personne, je dis n'importe quoi, à 24 ans donc sort du dispositif RSJ pour aller dans le RSA, etc. Enfin bref, comment on fait le passage de relais? Oui.
RSJ, je sais même plus comment c'est. Revenu Solidarité, Solidarité Jeune, merci. pour les moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA. Sur la métropole de Lyon. Et du coup, dans ce réseau d'accompagnement, on a beaucoup réfléchi en fait comment on peut mettre en place justement aussi les questions d'intelligence collective en fait sur certaines situations, parce qu'en fait quand on est tout seul dans notre coin, peut-être qu'il y a certaines choses auxquelles on ne pense pas, qu'on peut progresser sur certaines thématiques. Donc on a mis en place déjà des temps de rencontre entre les différents acteurs. On veut pouvoir amener des situations justement pour mettre au travail cette intelligence collective des différents acteurs du réseau pour essayer de trouver des solutions, donc sur une problématique liée à une jeune et le logement. Et aussi de travailler avec un partenaire qui s'appelle What Is That pour la création d'un guide sur l'accès des jeunes au logement, parce qu'aujourd'hui on a rencontré plusieurs porteurs de différents guides, mais on trouve qu'il n'y a pas de guide spécifique sur la question de l'accès au logement qui soit vraiment global. Donc on aimerait bien réussir à faire sortir ça. Voilà, c'est à peu près l'essentiel. Après, du coup, il y aura une partie d'expérimentation sur une part d'accompagnement que nous, le TAF, on fait dans le cadre de notre projet logement qui s'appelle Un toit pour se former, où le but, justement, c'est de voir comment les stagiaires de la formation professionnelle que nous, on accompagne sur les questions de logement, peuvent bénéficier justement de l'intelligence collective et des différents dispositifs des autres acteurs. Et inversement, comment on peut, nous, le TAF, aider les autres membres de ce groupe à proposer la formation professionnelle comme une solution d'insertion pour leur public. Par exemple, pour des jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance, comment on construit son projet, comment je vise quel organisme de formation, pour quel métier, c'est quoi les rémunérations, parce que la formation professionnelle aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez obscur pour beaucoup de personnes. Donc voilà, il y a toujours cette idée de se nourrir collectivement des savoirs de chacun, toujours dans le but d'accompagner et d'offrir le champ des possibles le plus radieux pour les jeunes. Merci pour ces belles paroles poétiques. Peut-être en clôture, il nous reste 3 minutes. S'il y avait un enjeu prioritaire que vous voudriez aborder avant qu'on termine, ce serait quoi ? Après, dans le cadre ici qui nous réunit, qui est le labo logement jeune, pour moi, il y a l'enjeu prioritaire, c'est qu'on arrive à trouver des solutions. Je ne vais en amener aucune sur le fait qu'il y ait du logement abordable pour les jeunes. Enfin, aujourd'hui, le logement, c'est la condition nécessaire à l'autonomie, à l'entrée dans le secteur professionnel, à l'émancipation, et on voit bien qu'on n'arrive plus à faire du logement abordable. Donc, c'est un enjeu urgentissime. On travaille avec la sensibilisation des agences et des propriétaires privés à la location solidaire, et aussi avec Capso et les AJD sur un autre groupe. Mais c'est vrai que ça nécessite du temps et de l'énergie. Marie-Lou, Tina ? Eh bien, je rejoins Mathilde, simplement dire que voilà, pour cet enjeu-là, l'enjeu, c'est vraiment de réunir toutes les parties prenantes. Donc, c'est comme l'analogie, comme on le dit sur l'emploi, réunir aussi les personnes qui ont des logements autour de la table et pouvoir les mobiliser, les informer au mieux pour justement permettre que les jeunes se logent de manière plus abordable et plus facilement, notamment sur la métro, mais aussi demain, je pense que ce qui est en train d'être travaillé là, ça peut être duplicable sur d'autres territoires à une autre échelle. Je pense vraiment aussi sensibiliser justement sur la recherche d'emploi dans l'ensemble. C'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas forcément conscience des difficultés auxquelles on va être amené à surmonter, et du coup peut-être quelles sont les solutions, vers qui on peut se tourner, à qui on peut demander, quelles sont les ressources en fait pour recevoir de l'aide. Je pense que là on a vraiment un enjeu d'information en fait pour que vraiment les jeunes entre 16 et 30 ans qui vont chercher un logement sachent vers qui se tourner à ce moment-là de leur vie,
Et bien sûr, derrière, en effet, il faut qu'une fois qu'ils postulent, ils aient un logement. C'est un autre sujet et je rejoins mes collègues du coup là-dessus. Merci à toutes les trois d'avoir été présentes pour cette table ronde. Ça me fait dire que le logement, c'est pas une question qui doit reposer sur leurs épaules, mais c'est bien quelque chose de politique sur lequel on doit tous et toutes être autour de la table. Donc merci à toutes les trois pour l'énergie aussi que vous mettez dans les expérimentations du labo. Bravo. Merci. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.